En 1946, les politiques font comme si De Gaulle n'avait jamais existé et remettent en selle la vieille Troisième République, une république parlementaire, instable. Résultat, l'armée finit par prendre confiance et le pouvoir. On reprend ça depuis le début. Nous sommes en janvier 1946. De Gaulle s'en va, parce qu'il refuse de bricoler avec un régime fait pour s'effondrer. En effet, la majorité des politiques, plutôt que d'écouter De Gaulle, qui voulait un pouvoir fort, ont préféré remettre en selle la vieille Troisième République avec son régime d'assemblée bancale, ses gouvernements fragiles et son instabilité chronique. Et ils vont donc faire du neuf avec du vieux. Autant dire que la leçon de la défaite de 1940, ils n'en ont rien à carrer. La Quatrième République, c'est un système où le Parlement est tout puissant. Le président de la République a le pouvoir d'inaugurer les chrysanthèmes, ni plus ni moins. Le président du Conseil est élu par le Parlement et l'armée est aux ordres du même Parlement. La Quatrième République a tout donné dans la reconstruction de la France, la nationalisation, les planifications, l'aide Marshall, bref, la France renaît. Un miracle économique, oui. Une République forte? Non. Sous la Troisième, le Parlement et le gouvernement verrouillent l'armée. Sous la Quatrième, c'est pareil en théorie. Rapidement, le pouvoir va être totalement largué sur les soucis coloniaux et va être incapable de prendre la moindre décision. Ainsi, faute de pouvoir ou vouloir gérer politiquement le problème, on laisse l'armée se démerder seule. Et à ce petit jeu, elle deviendra de plus en plus autonome et se permettra même de plus en plus de choses, jusqu'au pire. Et donc, quand la classe politique fait des drames avec De Gaulle, l'armée ne reste pas à enfiler des perles en Indochine. En 1946, ces emmerdes n'ont pas attendu une invitation pour arriver en escadrille. Là où la République choisit la négociation, les colons vont rapidement choisir le camp du coup de pied au cul. Sans compter que même si le gouvernement négocie, il ghoste totalement Ho Chi Minh. Le pouvoir français ne prend pas vraiment Ho Chi Minh au sérieux. Il se méfie, il redoute un coup de poignard dans le dos, d'autant plus que le bonhomme avait déjà proclamé l'indépendance en septembre 1945, avant même les pourparlers. Et en réalité, les Français ont à moitié tort ou à moitié raison, à vous de choisir. Oui, en histoire, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est souvent clair-obscur et pas du tout compatible avec le wokisme de ses morts. En 1946, Ho est sincère dans la négociation, faute de mieux, car en réalité, il n'a pas d'appui. Sur le terrain, l'armée française est sous perfusion américaine, sans orientation politique, elle fait le boulot sans plan, sans cap et souvent plus salement que plus tard en Algérie. Avec par exemple Maïtrak en 1947, où il y a 300 maisons rasées et 300 morts, Maïtui en 1948, où tout le village est bombardé et rasé et environ 524 personnes sont tuées. Et pour les civils, c'est double peine, ils sont enfermés dans un engrenage kafkaïen. Collaborateurs, les Français pouvaient raser votre village et vous exécuter. Collaborateurs, le Viet Minh pouvait faire tout pareil, mais pas une seule fois, mais beaucoup, contre des centaines de personnes. Et c'est ainsi dans la joie et la bonne humeur qu'en 1946, alors que la France signe les accords avec Ho Chi Minh sur l'autonomie du Vietnam, l'armée réussit à pondre dans la foulée le massacre de Haiphong, qui selon l'armée française elle-même fait 6000 morts. Rien que ça. Nommé officiellement le bombardement de Haiphong, très cher, pour une sombre histoire de contrebande, l'armée française fait de son plein gré 6000 morts sous les ordres de Thierry d'Argentlieu, abbé de son état. Et on va remettre l'église au milieu du village, au sens propre cette fois-ci, d'Argentlieu, même s'il est abbé de profession, c'est pas du tout un enfant de cœur. En effet, Titi le Terrible va largement dépasser son mandat quand les politiques négocient, il s'y oppose ouvertement, alors qu'il est militaire et devrait tout simplement fermer sa bouche et appliquer. Il ordonne le bombardement de Haiphong, créer un État juste pour torpiller les négociations et bien faire chier son monde. Et pour en finir, il s'oppose à Leclerc, qui, lui, prônait la négociation. Autant dire que son chef-d'œuvre, bombarder des paillotes aux obus de marine, c'est la cerise sur le gâteau, et l'exemple parfait de l'armée qui outrepasse totalement son pouvoir. Et pour te donner une image, c'est comme buter un moustique au fusil à pompe. C'est pas sûr que t'aies le moustique, mais par exemple des trous dans le mur, je pense que c'est fort possible. Le tournant majeur se situe en 1950, alors qu'en France les gouvernements tombent tellement vite qu'on a à peine le temps de déballer les cartons, l'armée doit se démerder seule en Indochine. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, Ho peut alors compter sur deux soutiens de poids, en la personne de Tonton Panda, alias Mao en Chine, et de Tonton Moustache, alias Staline, que l'on connaît bien sur le Chronica, qui les deux légitiment Ho Chi Minh dans sa position. Le pouvoir civil, quant à lui, se fait plus discret que jamais. Et Tonton Panda et Tonton Moustache vont aider matériellement Ho Chi Minh. En Indochine, l'armée se débrouille seule, sans aucun contre-pouvoir, enchaînant les opérations de plus en plus originales. Ainsi, en 1954, l'opération Castor, alias une opération aéroportée qui est commandée par un mec de la cavalerie, donc des blindés. On parle clairement d'un éclair de génie stratégique là. Fin de la guerre d'Indochine et humiliation française qui, l'air de rien, n'avait pas perdu une guerre coloniale depuis 1830. L'armée n'a plus confiance en le pouvoir quand il existe encore. Côté Algérie, la défaite française marque le début de l'insurrection. Le pouvoir, toujours aussi branlant, fait comme d'habitude, il laisse l'armée se démerder toute seule, car ça les dépanne bien au fond. Et c'est par un merveilleux matin de 1956 que le gouvernement se débarrasse définitivement du bébé algérien
en accordant les pouvoirs spéciaux à l'armée. Les pouvoirs spéciaux, c'est tout simplement un cadre légal pour instaurer une sorte d'autoritarisme militaire en Algérie, avec les pouvoirs judiciaires, humains et même dans les médias. Principe légal, mais usage débridé. Tribunaux militaires, censure, répression, elle mène la guerre à sa manière, une guerre qui ne veut pas perdre cette fois. Oui, l'armée et les pleins pouvoirs en Algérie, c'est classé 25/30 au Vox Chronicomètre en potentiellement totalitaire. Et comme dirait l'autre, là où il y a un grand pouvoir, il y a une grande responsabilité, preuve que l'armée ne connaît ni Spiderman ni Churchill, car sans le moindre doute possible, l'armée va faire le boulot, comme ils ont appris à le faire en Indochine. Donc on dit poliment, en abusant un poil de ses prérogatives. Ainsi, 1957 marque la victoire nette de l'armée sur le FLN lors de la bataille d'Alger, au terme d'une série de massacres du FLN contre opérations de l'armée plus ou moins propres. Donc on va remettre les vaches au milieu du pré, ou plutôt la Casbah au milieu d'Alger si vous préférez. Contrairement à ce que certains veulent faire croire, il n'y a jamais eu de massacre organisé et d'ampleur comparable à Oradour ou My Lai en Algérie, qui eux sont les tristement plus célèbres, comme Oradour en France et My Lai au Vietnam dans les années 60, qui eux ont été organisés et planifiés. La violence y était terrible, pas de doute là-dessus, mais dispersée et souvent liée au combat. C'est ainsi que globalement, de 1954 à 1958, en Algérie, l'armée gagne des batailles, à sa manière, avec la bénédiction de la 4ème République, totalement à l'ouest. L'armée rend de moins en moins compte et est de plus en plus autonome. Grâce aux pouvoirs spéciaux, elle mène sa guerre, à sa manière, sans supervision, sans limite, elle écrase la rébellion. On commence à se voir comme la dernière garantie de la République. Mais ne vous leurrez pas, le FLN n'est pas tout blanc non plus. Mais le FLN n'étant pas un mouvement de boy scout, il a mené une guerre sale, brutale, marquée par la terreur, les purges internes et des massacres. Si l'armée française a perdu moralement en torturant, le FLN n'a pas gagné en tuant des civils. On estime même que de 1957 à 1962, le FLN a massacré plus d'Algériens que de civils français. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. En mai 1958, à Alger, des généraux, des colons et anciens résistants créent un comité de salut public. Et sans aucun doute, ceux qui ont créé cette affaire n'ont jamais été abonnés à Vox Chronica, car comité de salut public, ça n'a jamais été bon signe dans l'histoire de France. Ainsi, l'original de 1793 de Robespierre fera 37 000 morts, noté 26/30 au Vox Chronicomètre, si jamais ça vous intéresse. Alors c'est pas un club de Scrabble, c'est un quasi-contre-pouvoir militaire pour imposer le retour de Gaulle pour sauver l'Algérie française. Et à Paris, le pouvoir civil s'effondre. Enfin, ce qui restait debout de la 4ème République finit par se casser la gueule lamentablement. En 1958, De Gaulle revient, botte la 4ème République au tapis et balance la 5e avec un pouvoir exécutif renforcé. Fini les gamineries parlementaires. Sur l'Algérie, il va déjà jouer à l'équilibriste, car il a besoin de temps pour finir de déplumer la 4ème République. Il ménage l'armée, caresse les colons dans le sens du poil, tout en sachant très bien que cette guerre coûte cher et qu'elle est en train de lui filer entre les doigts. Résultat, l'armée petit à petit regarde de travers, comme un chien méfiant qui sent que son maître va bientôt lui retirer la gamelle. D'autant plus que la 5ème République, mise en place par De Gaulle, décide de l'autodétermination de l'Algérie en 1959. Chose qui paraît un peu logique dans une démocratie. Malgré la supériorité militaire française sur le terrain qui est indiscutable, De Gaulle a compris que sur le long terme, il n'arrivera jamais à maintenir l'Algérie française. Alors que la France construit la ligne Maurice, de clôtures électriques et des champs de mines, 1200 km de barbelés, censés fermer le robinet du FLN depuis le Maroc et la Tunisie, mais les armes continuent à passer. La guerre n'étant pas finie, elle était juste devenue durable. Mais en Algérie, l'autodétermination, ça ne passe pas. Il y aura la semaine des barricades en janvier 1960, une insurrection qui ne donnera rien, sauf indirectement l'OAS, qui en voudra à mort à De Gaulle pour bien longtemps. Et en 1961, est organisé un référendum sur l'autodétermination en Algérie. Ou, pour faire simple, on consulte les Français pour savoir si on autorise les Algériens à choisir s'ils veulent rester français, rester associés à la France ou être indépendants. Je suis désolé, j'ai pas trouvé plus simple comme explication. La réponse du berger à la bergère étant 75% de oui en France et 57% en Algérie. C'est clair, net et sans débat. Enfin presque. Le putsch d'Alger en avril 1961, c'est les penchants extrêmes de l'armée et des pieds noirs paniqués qui prennent le pouvoir, qui jusque-là gagnaient sur le terrain de manière nette, mais enroulés vis-à-vis du pouvoir
aux abonnés absents. Ils ne sont pas la majorité des Français d'Algérie, pas la majorité du contingent, et pas non plus la majorité des Français en général. Mais ils ont une majorité des cadres de l'armée. Et le souci, c'est que justement, cette majorité de cadres qui est hostile à l'indépendance de l'Algérie, ils seront finalement que 3% à se lever contre De Gaulle. Et au bout de 4 jours, ça fait plof. Les appelés ne suivent pas. Massu, déjà en délicatesse avec le gouvernement et cité comme leader, avait à quoi licorne et comme beaucoup ne s'en mêlent pas. Même si l'armée a gagné militairement, c'est incontestable, depuis 1945, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est pas du flanc et c'est même dans la charte de l'ONU. L'armée voulait forcer la main et De Gaulle va juste laisser le foutraque putschiste s'effondrer par lui-même. La 4ème République a voulu ressusciter la vieille formule de la 3ème. Un État fort, une nation unie, une armée aux ordres. Paradoxalement, la 4ème République a réussi la reconstruction de la France et de l'économie, mais a échoué la décolonisation. Et je vais faire du Vox Chronica. Ils ont réussi car ils n'ont rien fait, et ils ont échoué car ils n'ont rien fait. Ainsi, en 1946, quand ils tentent de négocier, même symboliquement, Titi la menace fait foirer l'affaire et précipite la guerre. En Algérie, c'est tout pareil. La 4ème, ne voulant pas trancher, va clairement déléguer l'affaire à l'armée en 1956, 11 ans après Sétif, où tout le monde avait déjà tragiquement foiré. Économiquement, les plans Marshall et Monnet aideront grandement à faire le boulot. Les technocrates et les hauts fonctionnaires mis en poste feront le taf, et la 4ème réussit par procuration, sans faire exprès. L'armée récupère les pleins pouvoirs sans aucun cap politique et va finalement imposer son poulain, De Gaulle. Après 13 ans d'aveuglement, d'instabilité, de démission en série et 2 gouvernements par an, c'est De Gaulle qui doit faire le sale boulot, solder l'ardoise coloniale, et ça va faire très mal. Et finalement, le plus important dans tout ça, qu'est-ce que vous pensez de ça ?